Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici donc Richard Lemoine de l'association Alter Alsace Énergie. Bienvenue au webinaire donc, de présentation de l'optimisation énergétique du patrimoine bâti, où nous allons voir ensemble, à travers une vidéo et à travers des fiches techniques, comment réduire les consommations. Donc là, vous avez déjà vu la vidéo, qui est une vidéo semi-fictive, puisqu'elle a été tournée avec l'équipe d'Alter Alsace Énergie, la troupe des Impossibles et Pamela Valadou, à Sainte-Croix-aux-Mines et à Sainte-Marie-aux-Mines, deux communes où on a travaillé et on a réduit les consommations des bâtiments entre 15% et 50% grâce aux gestes justement que nous allons voir maintenant. Quels sont les éco-gestes que vous avez vus dans cette vidéo, en tout cas les réglages de chauffage que vous avez vus dans cette vidéo qui permettraient de réduire les consommations d'énergie? Donc là, je vous laisse un instant écrire ces informations dans le chat, le temps que je relance le tout techniquement. Donc la question est, quels sont les gestes que vous avez déjà vus dans cette vidéo, découverts ou peut-être redécouverts, et qui vont avoir un impact sur votre bâtiment? Flash Info. Nous sommes actuellement en direct et nous assistons à un échange entre les utilisateurs des bâtiments publics et les élus. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe pour recueillir des témoignages à chaud. Vous êtes prêts? Donc là, Pamela nous donne déjà un premier indice sur les éco-gestes, puisqu'elle va proposer d'aller voir les occupants, les élus et les techniciens. Et ça, c'est la première chose finalement qu'on propose, nous également, dans le projet d'accompagnement des collectivités à la réduction des consommations, c'est d'intégrer un maximum les parties prenantes. Quand vous allez faire les différents réglages qu'on va voir, par exemple, si vous êtes élu, vous aurez la possibilité de dire voilà, je veux régler telle ou telle chose, je ne veux pas régler telle ou telle chose. Quand vous êtes technicien, vous avez déjà la connaissance du bâtiment, parce que vous savez à peu près ce qu'il consomme, parce que vous avez fait un suivi des consommations. Vous savez comment il fonctionne aussi, vous savez que c'est une chaudière gaz, il y a une régulation, etc. Donc ça, c'est des informations aussi qui sont précieuses pour nous. Vous avez les occupants qui peuvent être présents aussi lors au moins de la première visite, parce que les occupants vont nous dire, nous, on arrive à 7h30 du matin, habituellement, il fait froid, ou justement, habituellement, il fait chaud, comment est-ce qu'on peut régler ça? On part le soir à 16h, est-ce que c'est possible de régler pour que la diminution du chauffage se fasse 10-20 minutes avant pour économiser un peu plus? Donc là, on a vraiment la première information importante dans la démarche de réduction des consommations, c'est intégrer les trois parties prenantes, les occupants, les élus et les techniciens. Et les élus. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe pour recueillir des témoignages à chaud. Vous êtes prêts? Suivez-moi! Il fait froid dans les salles de classe, c'est pour dire. Même les élèves, ils gardent leurs écharpes. Écoutez madame, nous ne comprenons pas pourquoi il y a tant d'augmentation des tarifs au niveau de l'utilisation du chauffage de ce bâtiment. Bon, dans les vestiaires, on a toujours chaud, hein. Ah non, le chauffage, non, il y a quelqu'un qui vient, moi je m'en occupe pas. Hein. Nos dépenses en matière énergétique sont trop importantes, du fait de consommations qui sont également trop élevées. Nous avons besoin de mettre en place des actions pour réduire ces consommations d'énergie. Ouais, moi je me 25 degrés partout là, comme ça devrait aller. Alors moi j'ai toujours chaud, c'est les collègues qui ont froid. On a vraiment du mal à gérer le chauffage. Alors bon, moi j'aimerais bien faire quelque chose, mais c'est trop compliqué. On n'est pas content. On n'est clairement pas content. On comprend absolument. Là, on a des témoignages qui sont réels. C'est des témoignages qui ont été faits durant nos différentes activités. Donc, ça veut dire qu'on on est conseiller en énergie partagée depuis 2010 et on rencontre justement tous ces profils. Et ils sont aussi présentés là pour que la collectivité ait le réflexe d'aller rencontrer justement le chauffagiste, les collègues, les différents occupants en fait, des bâtiments publics et les acteurs finalement du chauffage dans le bâtiment public. Quand on entend les différents témoignages, finalement, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup je dirais, des contradictions ou des témoignages opposés. Quand on entend, par exemple, une personne dire ici, j'ai trop chaud », ou la personne ici qui dit aussi qu'on a assez chaud, d'autres qui disent qu'on a un petit peu trop froid. Et donc, tous ces témoignages-là vont nous mettre la puce à l'oreille en disant on n'a pas forcément là un problème d'isolation ou un problème de chaudière, mais on va plus avoir un problème de régulation ou de distribution. Et en gros, un problème d'optimisation. Et c'est pour ça, justement, ce webinaire, c'est pour mettre le doigt sur, finalement, le problème qu'il pourrait y avoir, qui n'est pas forcément, de façon évidente, un problème sur la chaudière. Stop! Allons voir concrètement ce qui se passe. C'est comme chez le médecin, on ne tire aucune conclusion sans un examen préalable. Et pour ce faire, on va utiliser un thermomètre. Et avant d'utiliser le thermomètre, justement, là où je vais pouvoir vous présenter un petit peu différentes choses, le plus important est de réaliser un suivi des consommations.
Et dans le suivi des consommations, on va faire un suivi qui est extrêmement simple, hein, c'est-à-dire on va récupérer les factures sur quelques années, comme c'est un petit peu demandé en ce moment dans le cadre du décret tertiaire, hein, donc l'obligation de réduire ses consommations dans les bâtiments de plus de 1000 m². Mais pour réduire les consommations, il faut déjà savoir ce qu'ils consomment. Est-ce qu'ils consomment beaucoup au mètre carré, à l'utilisation, en fonction de l'isolation, en fonction du système de chauffage, quel bâtiment nous coûte le plus cher, quel bâtiment finalement consomme tout le temps et quel bâtiment consomme très peu à ce moment-là, consomme, je veux dire, de façon moins souvent, ce qui fait qu'on pourrait réduire le chauffage plus souvent et sans impacter le confort des utilisateurs. Donc, si je me permets de vous repartager donc, un autre sur l'écran total, où vous voyez normalement apparaître maintenant quelques graphiques issus des suivis des consommations qu'on peut proposer, qui sont des graphiques qui sont extrêmement simples. Je regarde juste si vous voyez bien donc, le partage d'écran, où on voit sur ce graphique, 3 graphiques en fait, de répartition de consommation des bâtiments. Donc, c'est-à-dire la première chose, peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous ne l'avez pas déjà fait, c'est quel bâtiment consomme le plus en chauffage, ici dans le premier graphique, quel bâtiment consomme le plus ici en électricité, et ensuite quel bâtiment consomme le plus en eau. Là, on a des valeurs brutes, mais qui permettent au moins de mettre en avant tel ou tel bâtiment qui consomme le plus ou le moins. Peut-être d'avoir des surprises aussi, ou peut-être de se conforter dans l'idée justement des consommations des bâtiments. Après, vous avez ici le prix des bâtiments et le prix à l'unité. Ça veut dire quel est le bâtiment le plus utilisé, le moins utilisé. Un bâtiment qui sera très utilisé va être moins cher au kilowattheure. Un bâtiment qui est très peu utilisé va être un bâtiment qui va être plus cher au kilowattheure. Par exemple, pour l'électricité, ici, on le voit très, très bien. Un bâtiment où il y avait quasiment que l'abonnement qui était souscrit et quasiment aucune consommation en kilowattheure. Donc là, ils ont fermé l'abonnement, par exemple, puisque le bâtiment n'était plus utilisé à ce niveau-là. Ça nous a permis aussi dans quelques collectivités de découvrir ce qu'on appelle des abonnements temporaires qui sont souvent utilisés pour les fêtes de village et qui n'ont pas été fermés. Donc, dans une collectivité, c'est le plus gros que j'ai fait, j'ai fermé donc 7 abonnements temporaires qui finalement ne servaient à rien et qui étaient juste payés pour au cas où on faisait la fête du village, en sachant que ces abonnements, on peut les fermer, les réouvrir, les fermer, les réouvrir. Vous avez aussi le même principe dans les tarifs jaunes. Si vous avez des tarifs jaunes, que vous pouvez souscrire entre 36 et 500 kVA. Et là, le but, ça va être justement d'adapter cette puissance souscrite à la puissance réellement appelée par le bâtiment. Et là, c'est directement écrit sur vos compteurs ou sur vos factures. Et encore de façon plus simple aujourd'hui avec les courbes de charge que vous pouvez demander auprès d'Enedis pour vos bâtiments en tarif jaune. Et on a comme ça la puissance toutes les 10 minutes. Et on peut très bien voir comme ça quels vont être les appels de puissance et quel abonnement on pourra souscrire. Là, on est plutôt sur de l'optimisation tarifaire que vraiment sur l'optimisation énergétique du patrimoine bâti, mais ça vaut le coup quand même. La dernière commune qu'on a traitée, ils ont fait 3 000 € d'économie en modifiant juste les abonnements des bâtiments. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Pour le chauffage, ça peut directement dire, si on n'a que du gaz partout, de voir si le gaz, on le paye au même prix, de voir aussi la différence des coûts des énergies en fonction des bâtiments. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être aussi importantes puisqu'on parle à économie en kilowattheure, comme sur le graphique d'avant, mais on va aussi parler économie en euros. Grâce au suivi des consommations, donc vous allez rentrer des factures dans un bête tableur Excel. C'est une matrice Excel qui est extrêmement simple avec tout simplement des colonnes et des lignes. On va rentrer les consommations en ligne. Et quand cette matrice Excel va être importée dans notre logiciel, il va analyser les consommations d'avant avec les consommations en ce moment pour regarder si le bâtiment justement est en train d'économiser ou on est en train de surconsommer. Et c'est sous forme de graphique, encore une fois, très très simple comme ceci, où vous avez des barres comme ça, des barres positives et des barres négatives. Quand vous avez une barre positive, vous économisez. Quand vous avez une barre négative, vous surconsommez. Donc on voit ici de très bonnes économies en chauffage, de très bonnes économies en électricité et là, de très bonnes économies en mètres cubes d'eau. Donc là, on est uniquement en volume. Si je vous montre ça, c'est parce que juste vraiment pour insister sur le suivi des consommations où des fois, on va peut-être s'attarder sur un bâtiment qui ne consomme pas tellement et passer à côté d'un bâtiment qui consomme beaucoup. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être aussi de dire, mais est-ce que les actions que je fais en ce moment sont utiles ou pas ? Là, par exemple, sur ce graphique où on voit des relevés de consommation en rouge et une consommation théorique du bâtiment en bleu, on essaye toujours de faire en sorte, grâce à nos gestes, que la courbe rouge reste en dessous de la courbe bleue. Et vous voyez là, par exemple, pendant cette année-là, on a fait différents tests de courbe de chauffe, différents tests de réglage de chauffage.
On voit là, quand on fait des tests, par exemple, quand on disjoncte non, c'est sur l'autre là en dessous, quand on disjoncte des parties de circuit, en fait, hein, où on va des fois avoir des consommations élevées au niveau du tableau électrique, et puis on va se demander, mais quel est le circuit qui consomme le plus? Donc là, avec des outils comme des wattmètres, justement, qu'on prête dans le cadre d'accompagnement, des pinces ampérométriques, ou alors tout simplement en disjonctant des disjoncteurs lors d'inoccupation des bâtiments, de voir quel est le circuit qui consomme le plus. Ce qui nous a permis de voir, par exemple, dans un bâtiment où la consommation d'électricité avait augmenté, donc avait fait x3, été multipliée par 3. En disjonctant un jour le ventilateur de la ventilation, la consommation a tout d'un coup chuté. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était la ventilation qui était donc encrassée. Et après nettoyage de cette ventilation, la consommation est redevenue comme les 3 ans auparavant, et ils ont réduit la consommation d'électricité donc de 2/3. Donc tout ça pour dire qu'on peut toujours donner des conseils. Nous, on va vous donner pendant le webinaire 13 actions à réaliser dans le bâtiment public. Mais pour vraiment savoir laquelle est vraiment intéressante et laquelle vous est vraiment utile, il faudra faire ce suivi des consommations avec la récupération des factures sur au moins 3 ans et un suivi des consommations avec les compteurs que vous avez en ce moment, donc soit des compteurs communicants, soit des compteurs non communicants. Et à ce moment-là, il faudra aller lire directement sur le compteur. Je vous passe assez rapidement les autres graphiques, juste pour vous dire encore une fois que c'est des graphiques très, très simples. Il n'y a pas besoin de partir dans des intégrales ou des exponentielles ou tout ce que vous voulez en termes de formules pour calculer une consommation ou en tout cas une économie. Et on peut la vulgariser de façon très, très simple, que ce soit en pourcentage, que ce soit en euros, que ce soit avec les valeurs exactes ici en kilowattheure et en mégawattheure. Et après, avec une fiche sur le bâtiment qui va très, très bien résumer le bâtiment, qui va dire à quel endroit il se trouve sur l'étiquette énergétique. Le récapitulatif des factures sur les 3 dernières années et les consommations actuelles. Donc, vous voyez ici, par exemple, des consommations qui sont en constante augmentation, et vous voyez après sur la partie études où l'action qui est réalisée en ce moment fait largement baisser les consommations. Donc, avec un graphique comme ça, avec une fiche comme ça, on peut très facilement communiquer auprès des occupants, communiquer auprès des citoyens, auprès des élus, des techniciens, qui vous voulez. Vous avez ici toutes les informations importantes sur un suivi des consommations. Donc, deuxième geste, le premier étant d'intégrer tout le monde dans le projet et de faire un projet tous ensemble de réduction des consommations. Le deuxième est le suivi. Et on va en entendre ici un troisième avec les mesures. Qui va enregistrer toutes les températures dans toutes les pièces, toutes les 10 minutes, sur 1 à 2 semaines en compte. Comme on le voit sur la courbe, on a une température moyenne de 22 degrés, et ça même en période d'inoccupation, le soir et le week-end. Et si on change de pièce, on a également des températures complètement différentes. Donc là, encore une fois, c'est très important ce que dit Julien au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du diagnostic. Finalement, dans le diagnostic, on intègre le suivi des consommations et on intègre le suivi des températures. Alors, Julien, tu dis, on le voit très, très bien, mais ce n'est pas forcément évident là sur le graphique. Mais si je le trace avec ma souris, vous voyez qu'il y a plein de pointes un petit peu dans tous les sens, et on voit que la moyenne ici des températures est à 20 degrés. Ça veut dire que même en réduit, ce bâtiment en question ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et donc là, c'était une découverte finalement pour nous au niveau de ce bâtiment, où on a pu réduire de façon certaine la température lors des week-ends et des soirées, sans impacter encore une fois le confort des occupants, puisque la température lors de l'occupation n'a pas été baissée. Ça, c'est sur d'autres exemples où on va pouvoir non seulement baisser la température de réduit, non seulement baisser la température de confort durant la journée, mais ça s'accompagne de différents gestes justement qu'on verra dans la vidéo. Avec les factures de chauffage... J'oubliais aussi, parce que Julien dit qu'on a fait des mesures de température dans le même bâtiment, avec 2 appareils différents, mais les 2 appareils nous renvoient des températures complètement différentes. Et là, vous avez finalement un diagnostic qui est très clair, c'est que le souci ne vient pas de la température de chauffage, mais vient de l'équilibrage et de l'équilibrage finalement des températures dans le bâtiment. Donc, quand vous avez un diagnostic comme ça, la réponse ne sera pas justement il faut augmenter la température sur la chaudière parce que tout le monde a froid, mais plutôt dire adapter la régulation et adapter l'équilibrage pour que tout le monde ait chaud. En kilowattheure que l'on divise par la surface chauffée du bâtiment, on trouvera un ratio à comparer avec ce document. Ce document, c'est ce qu'on a au niveau des diagnostics de performance énergétique. Donc, c'est un ancien document au moment où la vidéo a été tournée. Aujourd'hui, comme Alter Alsace Énergie travaille sur plus de 60 communes en Alsace sur des accompagnements qui durent entre 1 et 3 ans,
on a un retour justement des consommations théoriques des différents bâtiments, que ce soit une mairie, une salle des fêtes, une MJC ou tout ce que vous voulez. Et donc maintenant, avec notre outil unique qu'on fournit à toutes les communes, eh ben, on arrive à comparer comme ça les bâtiments entre eux et de voir beaucoup plus facilement avec des retours pratiques finalement plutôt que des retours théoriques qui sont liés au DPE. On peut voir beaucoup plus facilement avec des retours pratiques quelles sont les consommations normales d'un bâtiment en fonction de son utilisation, de sa taille, de son isolation, etc. Le suivi des consommations mois par mois permet de comprendre les consommations du bâtiment et de réagir rapidement afin d'économiser l'énergie sans perte de confort. L'écoute des ressentis des utilisateurs nous a permis de détecter les problèmes. Après ce travail minutieux d'inspecteur, donc là, il y a eu une petite… justement, on insiste un petit peu sur le travail d'inspecteur, puisque là, quand vous êtes déjà arrivé là, vous avez fait un vrai travail. Vous avez récupéré les factures, vous avez fait des relevés de compteurs, vous avez discuté avec les occupants. Et ça, même quand on est maintenant dans l'urgence, là peut-être de réduction des consommations, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'on considère aussi que, d'après certaines études, lorsque les consommations sont suivies, et aussi que les gens sont au courant, parce qu'on peut suivre les consommations tout seul dans son bureau à la mairie, mais si personne n'est au courant, ça ne marche pas. Quand on suit les consommations et qu'on intègre justement les personnes intéressées, il y a déjà une baisse des consommations de 10% sans avoir donné d'autres conseils. C'est-à-dire que juste le fait de suivre, de s'intéresser, on va après naturellement se poser la question comment je vais faire pour réduire, et après les gestes techniques finalement viennent tout seuls. Quand vous avez peut-être la question au bout d'un moment de sensibilisation des occupants ou des utilisateurs des bâtiments publics, de dire qu'il y a un suivi des consommations, les occupants vont naturellement, avec leur honnêteté, dire voilà, je vais essayer de trouver quelque chose pour réduire, et ils vont commencer à toucher au robinet, ils vont commencer à toucher et faire attention à passer des messages entre eux, entre par exemple associations occupantes du clubhouse ou du gymnase, etc. Donc rien que le fait de dire et de montrer justement ce différent suivi des consommations, vous avez fait une partie du travail, et les parties prenantes ont aussi déjà fait une partie du travail. Passons à l'action. Le système de chauffage est composé de plusieurs organes. Ça, c'est une chose importante aussi. Là, on l'a montré de façon imagée, mais dans une chaufferie, on doit trouver un schéma de principe pour justement savoir très clairement, que ce soit le chauffagiste, un bureau d'études ou nous-mêmes, si on intervient dans les bâtiments ou n'importe quelle autre association, qu'est-ce qui se trouve dans la chaufferie. Et ça, c'est très utile parce que c'est en fonction de si on trouve une 23 voies, si on trouve un tableau électrique, si on trouve une sonde extérieure, on ne va pas réguler de la même façon. Là, on fait déjà l'hypothèse que dans le bâtiment qu'on est en train de visiter, il y a une 23 voies, il y a une régulation et une sonde extérieure, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les bâtiments. Et si ce n'est pas le cas, là, vous avez peut-être un geste aussi, mais bon, qui coûte un petit peu, puisque l'installation de ce type-là, ça va coûter quelques milliers d'euros tout de même, l'installation d'une 23 voies et d'une sonde extérieure sur votre chaudière. Mais là, vous avez quelque chose qui permet de vraiment réduire les consommations de chauffage pendant les mi-saisons. Parce qu'en hiver, comme il y a besoin de chauffer, on ne va pas couper le chauffage aux occupants. Mais en mi-saison, quand on commence à avoir du redoux, grâce à la 23 voies, vous allez comme ça réguler l'eau de chauffage. Parce que vous avez une chaudière ici, disons qu'elle produit 80 degrés de température de chauffage. Quand l'eau passe dans la 23 voies et que la 23 voies justement est en mode économie d'énergie, disons un jour comme aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici il y a quand même un peu de soleil et on est au-dessus de 15 degrés à Colmar. Donc là, aujourd'hui, le chauffage ne va pas tourner comme s'il faisait moins 15 degrés. Donc, quand vous avez une chaudière qui produit de l'eau à 80 degrés ici en entrée de 23 voies, en sortie, l'eau sera peut-être qu'à 50 degrés. Et si l'eau ici est qu'à 50 degrés, en fait, vous avez un mélange avec le retour de l'eau de chauffage et vous avez comme ça votre chauffage qui tourne en boucle. La chaudière n'est pas sollicitée et donc elle va consommer moins de gaz, de fioul, de granulés, de plaquettes, de ce que vous voulez. Donc la 23 va en fait fermer le circuit de chauffage pour utiliser de l'eau moins chaude que ce que la chaudière produit et ainsi économiser du chauffage. Donc cette 23 voies, si elle n'existe pas aujourd'hui avec la régulation et la sonde, ça peut être intéressant de l'installer dans le bâtiment. Et donc, un souci sur le système ne provient pas forcément de la chaudière. Commençons par agir sur les différents organes, en commençant par la régulation. Nous allons proposer 3 petits réglages qui vont permettre d'économiser au moins 10% d'énergie pour le chauffage. La température est trop élevée. Je descends la température d'1 degré pour... Ici, donc, on a un exemple d'une régulation où la température est à 21 degrés. La question posée, c'est dans vos bâtiments, à quelle température est la température de confort. Ça, c'est peut-être une information que vous avez déjà ou que vous n'avez pas forcément. Et on va découvrir, nous, on insiste dessus, parce que c'est vrai qu'on découvre des fois des bâtiments où la température de confort va être à 25.
mais il n'y a pas forcément pour autant 25 degrés dans le bâtiment. Donc ça, c'est important aussi de voir. Si vous avez quelque chose comme ça, eh ben, ça veut peut-être diagnostiquer un autre problème d'embouage, d'équilibrage, comme on va le voir après. Donc, quelle est la température de confort dans votre bâtiment, inscrit sur la chaudière, non pas ressenti par les occupants, mais là, sur la chaudière, c'est une information importante. Il y a aussi une deuxième information importante qu'on n'a pas traitée dans la vidéo, c'est l'heure à laquelle est la chaudière et l'heure à laquelle sont les systèmes de régulation. Comme vous allez tout faire après, le programmation horaire, etc., si vous n'êtes déjà pas à la bonne heure sur les différents systèmes, la programmation ne fonctionnera pas ensuite. C'est un peu peut-être bête à dire, mais dans plus de 50% des bâtiments qu'on visite, il y a une programmation qui est mise en place, mais on n'a pas la bonne heure, ce qui fait que le dimanche, c'est le lundi, et le samedi, c'est le vendredi, ou je ne sais quoi. Et donc, finalement, vous avez du chauffage. Vous n'avez pas de chauffage le vendredi, et vous avez du chauffage le dimanche. Vous avez peut-être déjà eu des remarques de la part d'utilisateurs comme quoi il faisait le froid le vendredi. Réflexe qu'il y a eu, c'est d'augmenter la température sur la chaudière, alors que ça venait peut-être d'un autre endroit. Voir l'impact d'ici 1 ou 2 jours dans le bâtiment. Cette méthode me permettra de connaître la température adéquate. Attention, sans son intérieur, la température programmée ne sera pas la température mesurée dans le bâtiment. Ça, c'est important justement ce que vient de dire Julien là, parce que quand vous n'avez pas de programmateur intérieur, donc il n'y a pas de sonde à l'intérieur du bâtiment, quand vous réglez 20 degrés au niveau de la chaudière, vous n'avez pas 20 degrés dans le bâtiment. Vous avez une température qui résulte en fait d'un calcul qui est fait entre la chaudière, la 23 voies et la température extérieure. Et vous avez une température à l'intérieur du bâtiment qui n'est pas celle que vous avez programmée sur la programmation à la cave au niveau de la chaufferie. Donc, c'est important à savoir parce que c'est très fréquent qu'on va régler 20 sur la chaudière et que tout le monde va dire dans le bâtiment on n'a pas 20. Voilà, cette remarque-là est logique. Je descends de 3 degrés la température de réduit par rapport à la température de confort. Là, c'est une question qu'on pose souvent aussi. Pourquoi 3 degrés? Pourquoi pas 4, 5 ou pourquoi pas que 1 justement? 3 degrés, c'est un test. Tout ce qui est proposé dans la vidéo, comme on ne connaît pas vos bâtiments et on ne connaît pas vos habitudes dans la vidéo, on propose des choses standards. Donc, on propose 3 degrés dans le sens où, quand on va le mettre en place dans les collectivités, on a de grandes chances, on a plus de 95% de chances que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de soucis. Après, ça nous arrive aussi, dans certains cas, de descendre à 16, 15, 14, etc. Par exemple, si vous avez un bâtiment à inertie qui est très faible, vous pouvez descendre le plus bas possible parce que le bâtiment va vite remonter en température. Et aussi, à savoir que plus on réduit, plus on économise. Par exemple, sur un mercredi pour une école ou un samedi dimanche, ou encore en plus, par exemple, pour les vacances d'hiver qui vont arriver là, vous pouvez réduire au maximum. Après, ce qui va changer, c'est le temps de monter en température. Si je prends l'exemple des vacances scolaires au mois de décembre, le 2 janvier, si les élèves arrivent à 8 h et puis que le chauffage est lancé à 7h50, on comprend qu'à 8 h, ils n'auront pas chaud parce que le bâtiment sera descendu en température peut-être à 11 ou 12 degrés. Donc, ce qui va différer en fonction de combien de degrés vous allez descendre, c'est le temps qu'il va falloir pour le remonter. 3 degrés, voilà, en fonction de l'inertie du bâtiment, vous pouvez mettre 1 ou 2 heures pour le remonter, ça ne pose pas de souci. C'est ce qu'on va voir sur la suite de la vidéo. En mode manuel, la chaudière est en marche forcée. Je la passe donc en mode automatique pour qu'elle prenne en compte mes réglages. Ça, extrêmement important, parce qu'en fait, il s'agit juste d'un tout petit bouton sur la chaudière et en fait, on ne sait pas sur quoi est ce bouton actuellement et on ne sait pas comment ça fonctionne. Là, il n'y a pas de pictogramme parce que justement, le pictogramme change tout le temps, mais le conseil général est de dire « Regardez que votre chaudière est bien en mode automatique ». Alors souvent, le mode manuel, ça peut être une petite main ou ça peut être un petit ramoneur pour la marche forcée, etc. Et le mode automatique, ça va être souvent une horloge, par exemple. Mais ça, il faudra retrouver sur votre chaudière quel est le bon pictogramme et le bon bouton. Mais ça, c'est un conseil qui est extrêmement important parce que nous, on l'a vu quand même dans au moins 50% des collectivités, des chaufferies qu'on visite. C'est qu'on s'embête à faire un réglage, comme c'est expliqué dans la vidéo, programmation horaire, code de chauffe, etc. Et on se rend compte que la chaudière est en mode manuel. Et en mode manuel, ça veut dire qu'elle produit tout le temps la même température et qu'elle fait fi justement des programmations qu'on lui a mis en place. À quoi sert ce mode manuel? En fait, il sert très clairement, si vous avez une salle de commission qui est chauffée, peut-être que le lundi soir à 18 h parce qu'il y a un conseil, il sert quand le chauffage est éteint à 16 h à la mairie, à 18 h, on peut le relancer avec le mode manuel. Donc, il sert souvent à ça. Après, vous avez aussi des modes qu'on appelle réception ou des modes qu'on appelle forcés, etc., qui permettent justement de court-circuiter la programmation horaire. Mais au moins, ces modes, ils changent tout seuls à la fin. Imaginons, je mets le mode réception en route,
parce que j'ai une réception ce soir à la mairie, et il ne dure que 2 heures. Ce qui fait que si vous avez oublié de l'éteindre ensuite, ce n'est pas grave. 2 heures après, il va s'éteindre tout seul. Que si la chaudière, je la passe en mode manuel dans ces cas-là, et que j'oublie de la remettre après en mode automatique, on rend compte justement des surconsommations dans les bâtiments publics. Je réalise un programme horaire. L'heure de départ de chauffage est l'heure d'arrivée du premier utilisateur. L'heure de fin est l'heure du départ du dernier utilisateur. Là, les 2 phrases que dit Julien sont extrêmement importantes et c'est aussi un des gestes qui est proposé, c'est la programmation horaire. Et la programmation horaire, quand la commencer et quand la finir, c'est là où on nous donne le conseil de la commencer à l'arrivée du premier utilisateur et la terminer quand le dernier utilisateur s'en va. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, comme va le dire Julien, dans les nouvelles chaudières ou dans les programmations, vous avez ce qu'on appelle un optimiseur. Et cet optimiseur, comme il est relié à une sonde extérieure, c'est lui-même qui va calculer combien de temps il faut avant l'arrivée du premier utilisateur pour chauffer, pour qu'il est chaud au moment où j'ai programmé. C'est pour ça que si maintenant la personne arrive à 8 heures, je mets 8 heures sur la programmation horaire. Et si vous avez une sonde de température et un optimiseur, les deux vont discuter pour dire aujourd'hui, il fait moins 15, l'utilisateur il arrive à 8 heures, donc il faut que je chauffe à partir de 6 heures du matin. Si maintenant on est encore une fois un jour comme aujourd'hui, où il faisait 9 degrés ce matin, il fait 9 degrés ce matin, l'utilisateur arrive à 8 heures, j'ai besoin de démarrer qu'à 7h30. Et ça, c'est justement l'optimiseur qui va faire en sorte de calculer tout ça. Et c'est aussi, finalement, là, c'est plus de l'efficacité énergétique puisqu'on va acheter un optimiseur pour le mettre en place dans le système de chauffage. Mais en termes de régulation, à savoir que vous n'avez pas besoin de mettre sur la programmation horaire 2 ou 3 heures avant, puisque la chaudière, des fois, elle s'en charge toute seule. Si vous mettez 2 ou 3 heures avant, ça veut dire que l'utilisateur il pourrait très bien venir à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, il fera déjà chaud. Mais vous avez chauffé votre bâtiment de 5 heures du matin à 8 heures. C'est important de savoir sur les chaudières. Est-ce que ma chaudière possède cet optimiseur? Si c'est une chaudière assez récente, je dirais qu'il y a 10 ans, c'est quasiment sûr qu'elle le possède, pareil pour votre régulation. Si c'est une chaudière plus ancienne, il faut vérifier avec le fabricant ou vérifier sur place. Peut-être si vous avez un schéma de principe, justement, on peut le vérifier sur place. Les régulations récentes calculent automatiquement le temps de préchauffage pour que la température soit atteinte à l'heure demandée. Mais ensuite, nous arrivons sur courbe de chauffe. Mais c'est quoi la courbe de chauffe? La courbe de chauffe permet de diriger la vanne 3 voies afin de délivrer une température cohérente dans les radiateurs en fonction de la température extérieure. On comprendra que plus il fait froid dehors, plus la température de l'eau de chauffage devra être élevée. Mais comment on fait pour régler une courbe de chauffe en fonction de son bâtiment? La courbe de chauffe possède 2 axes, la température extérieure et la température de départ de l'eau de chauffage. Ainsi, le graphique peut être découpé en 3 parties, l'hiver, la mi-saison et l'été. Plus la température extérieure baisse, plus la température de l'eau de chauffage augmente. Ainsi, nous aurons une courbe de la forme suivante. Je vais ici faire un autre partage d'écran puisque sur le site d'Alter Alsace Énergie, dans la rubrique territoire énergie positive et ressources pour les collectivités, vous trouverez différentes fiches techniques qui vous permettront justement de faire ces gestes. Donc, je vais vous en partager une justement pour l'exemple et c'est la fiche technique sur la courbe de chauffe. Alors là, on est sur la partie la plus abstraite, je dirais. Justement, on va essayer de la rendre la plus concrète possible pour voir à quoi sert cette courbe de chauffe et comment est-ce qu'elle permet de faire des économies d'énergie. Donc, quand vous avez une fiche comme ça au niveau d'Alter Alsace, vous avez une petite introduction au début qui permet de voir un petit peu la chose et vous avez ensuite un exemple théorique. Donc là, c'est l'exemple qui est proposé dans la vidéo, par exemple. Vous avez ici une pente de courbe de chauffe. Donc, la pente de courbe de chauffe, elle peut s'exprimer de 2 façons différentes. Soit avec 4 points, enfin avec 2 points et 4 valeurs. Ici, par exemple, on a une valeur 5, 50 et ici une valeur moins 10, 80. Ces 2 valeurs-là nous permettent de tracer une droite entre les deux. Et ainsi, on voit comme ça, à chaque température extérieure, quelle va être la température de l'eau de chauffage. Par exemple, là, à moins 5, si je coupe ici, c'est 70. À 0, ça sera 60. Est-ce que ça correspond bien ou pas à votre bâtiment? C'est justement ce qu'il va falloir tester et ce qu'il va falloir trouver. Donc, dans la vidéo, nous, on en propose une qui est moins 15, 75 et 20, 20. Ça veut dire que quand il fait 20 degrés extérieur, il n'y a quasiment plus de chauffage parce que de l'eau chaude à 20 degrés dans un radiateur, ça ne va plus chauffer grand-chose. Et 20 degrés extérieur, votre chauffage ne fonctionne plus. Donc, avec une pente comme ça, vous faites beaucoup d'économies d'énergie en mi-saison, jusqu'à 10 ou 5 degrés extérieurs.
Après, il faut voir la suite, c'est-à-dire qu'entre 5 et moins 5 degrés aussi, vous avez la possibilité maintenant de faire une courbe plus pentue et après de revenir comme ça avec une courbe moins pentue pour le reste du temps. Et ça va dépendre principalement de l'isolation de votre bâtiment. Quand vous avez un bâtiment qui est très, très bien isolé, la température de chauffage à moins 15, elle est plus autour de 50 ou 55 degrés. Donc, ça veut dire que votre point ici, à moins 10, il sera plutôt à 50. Donc, vous allez avoir une courbe qui va être comme ça, quasiment plate à partir de 5 degrés extérieurs. Et donc, l'intérêt vraiment, ça va être de tracer votre pente sur le papier pour que vous puissiez déjà comprendre sur le papier comment la sonde discute avec la chaudière, quelle température vous avez pour quelle demande. Et ça vous permettra aussi, quand vous avez cette courbe et que vous allez visiter la chaufferie, de mesurer la température à l'extérieur, de regarder quelle est la température sur le circuit de chauffage et de regarder si la pente de courbe de chauffe est bien installée et qu'elle fonctionne bien. Parce que des fois, on peut avoir ce genre de système 23 voies, mais qui n'est pas relié à la chaudière ou qui n'est pas relié à la régulation. Et là, on est plus sur un souci de branchement électrique que vraiment de régulation. Mais ça permet de détecter ça aussi. On pense qu'avec toute l'installation, le chauffage il est en régulation toute la journée. Et puis, quand on fait les mesures de température, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Quand on fait les mesures de température en chaufferie, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Ça nous permet comme ça de détecter des choses qu'on aurait pensé pas avoir à toucher, mais que finalement, on peut rapporter des économies d'énergie. Donc, cette pente, elle est quand même assez importante. Premier conseil, donc la tracer sur le papier en fonction de ce que vous avez dans votre chaudière. Donc, je disais tout à l'heure, la pente, ça peut être soit 4 valeurs, 2 valeurs de température extérieure et 2 valeurs de température d'eau de chauffage, mais ça peut être aussi juste une seule valeur. Par exemple, cette pente ici, c'est 1,4. 1,4, ça veut dire que pour 1 degré où vous avancez à droite, vous montez de 1,4 degrés sur l'échelle des températures de l'eau. Donc, 1,4, c'est une pente qui est à peu près comme celle-ci. Si on veut que le bâtiment il soit plus chauffé en hiver et moins chauffé en été, je vais augmenter ma pente. Donc, si je n'augmente pas ma pente, par exemple sur 2, à 2, je vais avancer à droite de 1 et je vais monter de 2. Donc, la température de l'eau de chauffage va monter plus vite que ce que la température extérieure ne descend pour l'hiver. Donc, ça permettra d'avoir plus chaud en hiver et moins chaud en mi-saison. Donc, ça, c'est souvent le conseil qu'on peut donner, c'est d'augmenter la pente pour dire on a plus chaud en hiver et de baisser la température de confort pour dire j'ai un petit peu moins chaud en mi-saison. Et avec ces deux actions-là, on peut faire pas mal d'économies. Donc, affichez votre courbe de chauffe. Ici, vous avez différents exemples de courbes de chauffe. Vous avez là, par exemple, ce qu'on appelle un RVL, c'est la marque. La marque. Et là, vous avez ici une pente qu'on peut carrément régler à la main. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez ici la clé, ici, vous avez une pente et vous retrouvez exactement ce même graphique-là, mais à toucher. Donc, vous pouvez ici baisser la température, ici l'augmenter et régler la pente à votre guise et dire justement, je vais essayer cette pente-là pendant une semaine. En hiver, je vais essayer une autre pente. En été, je vais essayer une autre pente. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, pouvoir trouver une régulation adéquate. Trouver la bonne régulation. Donc, nous, quand on fait un projet de régulation comme ça, il dure 1 an. Pourquoi? Parce qu'on va régler les températures en fonction des différentes saisons. On vient visiter le bâtiment en fonction des différentes saisons pour adapter les températures, les courbes de chauffe, l'équilibrage, etc. en fonction des saisons. Pour être en confort tout le temps. Là, sur ce système-là, vous avez aussi la température de réduit qui est ici, la température de confort qui est ici. On a mis exprès cette photo. Là, vous avez une température de réduit qui est égale à une température de confort sur ce système-là. Donc là, peu importe que vous ayez réglé ici la programmation horaire avec allumage, extinction, etc., votre température est la même en réduit qu'en confort. Donc là, vous n'avez aucune économie liée au confort. D'autant plus que la molette qui est ici, elle est réglée sur la Lune. Donc ça veut dire que c'est votre température de réduit qui est votre température de confort. Donc si je résume la régulation qui est faite sur ce programmateur, vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en température de réduit. Donc, ce n'est pas ce qui est souhaitable, on a bien compris. Là, vous avez un paramètre de réglage avec un bouton que vous pouvez tourner. Là, il est réglé sur 1,7. Vous avez une pente de courbe de chauffe de 1,7, ce qui veut dire que quand vous avancez de 1 vers la droite, vous augmentez de 1,7 sur l'échelle de la température de l'eau. Et là, vous avez le boîtier analogique de la chaudière. Et en dessous, vous avez toutes les possibilités par rapport au témoignage. Donc là, on a un témoignage d'occupant. Température intérieure trop élevée, par temps chaud et froid. Mesure pour la courbe de chauffe, action pour la courbe de chauffe, baisser le déplacement parallèle. Le déplacement parallèle, c'est ce qui est équivalent à la température de confort. Donc là, vous déplacez la pente. Je ne veux pas vous les faire tous, mais par exemple, là,
température intérieure trop élevée uniquement par temps chaud, baisser le déplacement parallèle de 3 degrés et augmenter la pente de la courbe de chauffe. Donc là, vous avez un petit peu, et c'est ça qui rend en fait les fiches assez pratiques, c'est qu'on a mis différents exemples qui permettent justement d'adapter directement. En fait, cette fiche, elle est pour prendre devant vous, quand vous êtes devant la chaudière, elle va vous aider à faire les différents réglages. Avec ici à chaque fois un petit carnet de bord où vous avez ce que vous avez mis avant et ce que vous avez mis après, pour aussi vous retrouver dans les réglages, parce que ça nous est aussi clairement arrivé de faire un réglage de la pente, de relever les consommations, de refaire un réglage, de relever les consommations, et puis de nous rendre compte qu'en fait, les consommations, elles avaient augmenté, alors qu'on essayait de faire un réglage pour réduire les consommations. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, comme ça, d'écrire quand est-ce que c'est fait, pour mettre après en face des consommations qui découlent des réglages. Je vais peut-être regarder s'il y a des questions, à moins que les collègues répondent aux questions. Je vais faire une petite pause sur les questions. Si je les reprends au début, il y avait pas mal de questions. Il y a Antoine qui a répondu sur le code de l'énergie. Attention aux changements d'heure en octobre et en mars. Très bonne remarque. Et attention aussi aux vacances scolaires qui vont arriver. Bien vous assurer que vous avez mis vos chaudières en mode vacances, puisqu'il y a un petit mode, souvent avec une petite valise ou un petit parasol. C'est un mode dans lequel on peut rentrer un nombre de jours. Donc là, pour les vacances de décembre, vous allez rentrer 14 jours. Et quand vous allez rentrer ce nombre de jours, la chaudière va se mettre en réduit pendant le nombre de jours qui va être réglé dans la chaudière. Alors effectivement, comment peut-on savoir le temps nécessaire au bâtiment pour remonter la température? Ça, il faut faire des tests. Donc, ça veut dire que vous lancez votre système, vous regardez dans le bâtiment. Et en faisant tout à l'heure ce qu'a montré Julien dans la vidéo, l'enregistrement des températures à un pas de temps de 10 minutes grâce justement à un enregistreur de température. Très clairement, sur l'enregistreur au pas de temps de 10 minutes, vous allez voir, le bâtiment, il faut 1 heure pour monter, 2 heures pour monter, etc. Ça, c'est vraiment, je pense, là, si vous voulez une étude précise, c'est ce qu'il faut faire. C'est poser 2-3 sondes de température dans votre bâtiment, faire un enregistrement pendant 1 semaine, analyser l'enregistrement. Et là, vous aurez plein d'informations. Vous aurez la température de chauffe, mais aussi la vitesse de chauffe, mais aussi la vitesse de refroidissement, qui permettra de vous dire que si le bâtiment se refroidit en 3 heures, pourquoi pas réduire le chauffage 1 heure avant ce qui est prévu. Si les gens partent à 16 heures, je réduis le chauffage à 15 heures, parce qu'à 16 heures, ils auront encore une température acceptable pour le travail. Antoine, effectivement, qui répond. Pour les planchers chauffants, je vais vous donner la même réponse avec l'enregistreur de température. L'enregistreur, il faut le poser à plus d'1,80 m de haut pour pas qu'il enregistre directement le plancher chauffant. Vous le posez à 1,80 m de haut, assez loin des fenêtres pour pas qu'il y ait des apports solaires qui viennent pour court-circuiter, et on peut dire ce genre de choses. Alors, les températures d'eau conseillées, je pense les avoir dit ensuite. Si vous avez d'autres questions sur les températures d'eau conseillées, on pourra y revenir à la fin. Sinon, ce qu'on dit dans la vidéo, c'est une température de 75 degrés quand le bâtiment n'est pas isolé, 55 degrés quand le bâtiment est isolé, et entre 38 et 42 pour les planchers chauffants. Voilà, donc avec les différentes réponses de Antoine. Merci Antoine pour le chat, et on va continuer donc la vidéo. Oui, mais comment on fait pour choisir les 2 bons points pour tracer sa courbe de chauffe? Tout d'abord, nous devons choisir un point où le chauffage va s'arrêter. Ici, 20 degrés de température extérieure pour 20 degrés de température de haute chauffage. Ensuite, nous choisissons une autre température maximum qui dépend de l'isolation du bâtiment. Ici, 75 degrés pour un bâtiment non isolé, mais plutôt 60 pour un bâtiment qui serait bien isolé. Ainsi, nous avons une courbe de base qui peut correspondre à votre bâtiment. Laissez mijoter le réglage 1 jour ou 2. J'ai trop chaud. Il faudrait vraiment abaisser cette courbe de chauffe d'au moins 3 ou 4 degrés. Alors, il faut abaisser la courbe de chauffe en mi-saison. La courbe de chauffe diminue à son pied et entraîne avec elle la température de mi-saison. Laissez mijoter 1 jour ou 2. J'ai beaucoup trop froid en hiver. Il faudrait remonter les températures, c'est pas vivable. Ce qui est peu probable avec les réglages proposés ici. Si vous entendez ce témoignage avec ces réglages de courbe de chauffe, c'est que la solution à votre problème se situe dans une autre de nos vidéos. Pour descendre la température et la courbe de chauffe en entier, vous allez réaliser un déplacement parallèle ou descendre directement la température de consigne.
Il se peut que la température de base de votre chaudière écrête la courbe de chauffe. Comme moi, tracez cette courbe de chauffe sur le papier pour vous en rendre compte. Les valeurs que nous proposons sont des valeurs de test. Tout le travail sera justement de partir de ces valeurs, tester, de les augmenter, de les diminuer pour arriver à la régulation qui vous convient. Exactement Richard. Et rechercher la doc technique est un bon moyen de ne pas se planter. Parfait. Mais le problème des écarts de température dans le bâtiment n'est toujours pas réglé. Oui, nous allons nous occuper de l'équilibrage. Ça se passe en partie émission au niveau des T de réglage des radiateurs. Les émetteurs de chaleur peuvent être remplis d'air, emboués, ou les têtes thermostatiques peuvent être en panne, ou encore obstruées. Avant de réaliser un équilibrage, il faudra dégager les radiateurs de tout meuble ou rideau et aménager les pièces de façon cohérente en fonction des fenêtres et de l'emplacement des radiateurs. Donc ça, c'est un geste très important parce que justement, un radiateur ne pourra pas fonctionner correctement s'il est justement caché là par différents meubles. On voit par exemple là-bas au bout ce rideau qui va cacher le robinet thermostatique. Là, on peut être quasiment sûr que ce radiateur ne va pas fournir la puissance nécessaire à la pièce. Pourquoi ? Parce que ce robinet thermostatique qui est là derrière, lui, il va régler l'arrivée d'eau dans le chauffage. En sachant qu'un robinet thermostatique, le mot robinet est un peu mal choisi parce que plus je l'ouvre, il n'y a pas plus de chaleur qui arrive. Plus je le ferme, il n'y a pas moins de chaleur qui arrive. En fait, c'est plutôt une vanne thermostatique qu'on va… je vais juste prendre le robinet thermostatique. Parce que sur le robinet thermostatique, c'est très important au niveau du fonctionnement. Le robinet thermostatique, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez de l'eau ici qui va entrer au niveau du robinet et elle va sortir ici quand le picot est complètement ouvert. Quand est-ce que le picot est complètement ouvert ? Le picot ici est complètement ouvert quand le gaz qui est présent ici dans la chambre est complètement rétracté. Ce gaz, en fait, c'est un gaz qui va se rétracter et se dilater en fonction de la température. Donc, si ce gaz a froid, il va se rétracter et il va laisser ici une chambre vide. Si la chambre est vide, le picot remonte, le chauffage passe. Maintenant, si ce gaz a chaud, le gaz va prendre plus de place dans la chambre, le picot va se fermer et vous n'aurez plus de chauffage. Donc, on comprend bien que sur le rideau que j'ai montré tout à l'heure, le rideau va garder la chaleur autour du robinet thermostatique. Donc, le robinet thermostatique va avoir chaud beaucoup plus vite que prévu et donc il va se couper beaucoup plus vite que prévu et donc le radiateur ne chauffera pas la totalité de la pièce. C'est pour ça que c'est important sur les robinets thermostatiques, de les avoir complètement dégagés. Il faut qu'il y ait vraiment, comme sur celui-ci par exemple à gauche, il faut vraiment que l'air puisse bien circuler autour du robinet thermostatique pour bien refroidir le robinet thermostatique et ainsi garder l'allumage au niveau du radiateur. L'erreur par exemple qu'on voit assez souvent, c'est de laisser le robinet sur 3, d'ouvrir la fenêtre. À ce moment-là, le robinet va avoir très très froid et c'est à ce moment-là qu'il va tourner le plus. Donc, tant que le robinet a froid, il va tourner à fond, sauf que la fenêtre est ouverte. Donc, le chauffage va directement partir en haut au niveau de la fenêtre. Donc, ça, c'est plutôt un geste à voir au niveau des occupants des bâtiments publics, de dire que les robinets, on les laisse sur 3 dans les salles de classe, dans la mairie, dans tous les bâtiments, ce que vous voulez, dans tous les bâtiments, toutes les pièces occupées, je vais dire. Et ne pas ouvrir la fenêtre quand il est allumé. Donc, d'abord, éteindre le chauffage avant d'ouvrir la fenêtre. Deuxième chose, c'est de ne pas poser son manteau, son écharpe ou de dégager les rideaux des robinets thermostatiques. Comme Julien l'a fait là, de façon tout à fait magique, de bouger les différents meubles pour pas qu'ils soient devant les radiateurs. Donc là, il y a plein de gestes en fait, pour désencombrer les radiateurs et améliorer comme ça le système de distribution sans avoir rien à faire au niveau de la chaudière. Donc, c'est très, très simple. Autre erreur aussi qu'il y aurait, ce serait par exemple, je ne sais pas, j'imagine une salle de classe où on va partir on va avoir pas assez chaud, donc on va mettre le robinet sur 5. Le robinet sur 5, ça veut dire que le robinet va s'arrêter à plus de 40 degrés. Sauf qu'on va avoir beaucoup trop chaud avant qu'il atteigne 40 degrés. Donc, quand il va avoir trop chaud, on va le remettre sur 0 ou sur 2. Et donc là, le chauffage va être coupé. Donc, ce qui veut dire que le lendemain, quand je vais arriver dans la salle de classe, il va faire froid. Et s'il va faire froid, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre sur 5, donc il chauffe à 40, etc., etc. Et comme ça, de jour en jour, on rentre dans un cycle qui n'est pas vertueux pour les économies d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut retenir la chose suivante. Quand vous avez une pièce qui est occupée comme ça, on laisse le robinet thermostatique sur 3. Il coupera le chauffage quand il arrivera à 20 degrés et le chauffage redémarrera normalement
quand vous serez en dessous de 20 degrés. Ce qui fait que quand les enfants vont arriver, par exemple, dans cette salle de classe, le robinet thermostatique ne va pas démarrer de la journée parce que les enfants vont naturellement chauffer la pièce et le chauffage ne va pas du tout redémarrer. Après, vous allez avoir la récré, vous allez peut-être ouvrir les fenêtres. Là, pensez à bien fermer le robinet thermostatique parce que si à ce moment-là, on ouvre les fenêtres lors de la récré pour aérer, et ben là, le robinet il redémarre de plus belle et quand vous allez re-rentrer, vous allez avoir trop chaud et malheureusement, vous allez remettre le robinet sur 2, le remettre sur 5 et on re-rentre comme ça dans le cercle non vertueux. Donc, c'est assez facile finalement de perdre le chemin de l'utilisation du robinet thermostatique. Donc, ça, c'est très important, l'utilisation du robinet thermostatique. Et deuxième chose importante, dégager au possible les rideaux, les bibliothèques, les tables, les bureaux, tout ce que vous voulez qui se trouve devant les robinets et les radiateurs. Ce qu'on appellera en fait en résumé dans l'éco-geste aménagement de l'espace de travail autour du radiateur. Une fois les émetteurs vérifiés, et si tout est en ordre, on va passer à l'équilibrage du réseau. Les actions d'équilibrage des réseaux ne sont souvent pas réalisées. Pourtant, ça permet de faire 15% d'économie d'énergie et ça augmente considérablement le confort. Là, Julien vous montre comment L'idée, réaliser c'est vous-même un d'ouvrir toutes les équilibrage. vis d'équilibrage de tous les radiateurs du bâtiment et de les fermer ensuite, une à une et petit à petit. Qu'est-ce qui va se passer dans l'équilibrage? Donc là, on comprend que la chaudière, elle envoie la même température partout dans le réseau. Par contre, c'est vraiment que les premiers radiateurs qui sont chauds et pas du tout les derniers. Donc, le fait d'équilibrer les différents radiateurs, vous allez ce qu'on appelle créer des pertes de charge à l'entrée des radiateurs, ce qui va empêcher l'eau de rentrer facilement. Parce que l'eau, c'est un petit peu comme ça qu'elle fait. C'est-à-dire que dès que c'est facile, elle y va. Et quand c'est plus difficile parce que c'est trop loin, eh ben, elle n'a pas envie d'aller plus loin. Donc, elle va vraiment chauffer les premiers radiateurs et elle ne va pas chauffer les derniers. Donc, lui barrer le passage, en fait, grâce à des pertes de charge et grâce au T de réglage que Julien nous a montré en bas du radiateur, ces T de réglage vont forcer l'eau en fait, à ne pas rentrer dans le premier radiateur et on va dire, écoute, va plutôt dans le deuxième ou plutôt dans le troisième, au fur et à mesure des équilibrages. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que des fois, on peut faire cet équilibrage et baisser après la température sur la chaudière et avoir un confort meilleur dans le bâtiment parce que le bâtiment sera chauffé de façon homogène. En sachant que le confort, ce n'est pas une température élevée. Le confort, c'est une moyenne des températures, un gradient de température, donc des différences de température les plus faibles possibles dans la pièce. Si je prends un exemple, j'ai mon radiateur, il va être à 60 degrés, la fenêtre au-dessus, elle va être à 5 degrés, et dans ma pièce, je vais avoir 20 degrés. Et si je fais la moyenne de ces températures, j'ai une différence de température qui est énorme entre les différents objets, et c'est là que je vais me sentir en inconfort. Et c'est pour ça aussi que, en passant d'une pièce à une autre, une pièce qui n'est pas chauffée à une pièce qui est chauffée, je vais sentir un inconfort d'une pièce à une autre. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tout le bâtiment est utilisé. Le bâtiment doit avoir des températures homogènes dans toutes les pièces. Et donc, l'équilibrage, il se fait très facilement en dessous des radiateurs. Alors, c'est très facile. Par contre, c'est assez long parce que quand vous vissez une vis, là, comme Julien est en train de le faire sur radiateur, il faut au moins attendre un jour avant que l'eau et les températures s'équilibrent. Donc, vous pouvez faire, en fait, sur un jour, vous allez travailler 5 secondes, le temps de visser la vis. Et tout le reste, ça va être de l'observation. Donc, c'est facile, mais ça va être assez long à réaliser. Après, ça, si on veut le faire en interne à la collectivité, c'est possible. Il faut juste être au courant de ce temps-là. Il y a une fiche qu'on vous a proposée sur le site pour vous guider pas à pas. Mais après, vous pouvez aussi demander ce genre de prestations d'optimisation à un chauffagiste. Parce que toutes les prestations qu'on est en train de voir en ce moment sont des prestations d'optimisation et ne sont pas des prestations de maintenance. Et souvent, quand on a un contrat avec le chauffagiste, on a un contrat de maintenance. On n'a pas un contrat d'optimisation. Donc, en ajoutant un contrat d'optimisation, comme l'a dit le chauffagiste de façon un peu rigolote au début de la vidéo, où il va le dire à la fin, la collectivité lui a demandé un contrat d'optimisation en plus d'un contrat de maintenance. Donc, il est aussi très content de modifier son activité et d'améliorer son activité. Voilà pour l'équilibrage. On va continuer. Comptez le nombre de tours pour fermer entièrement la vis. Vissez un tour sur les radiateurs les plus proches de la chaudière ou dans les pièces les plus chaudes, par exemple au sud. Attendre quelques jours que l'équilibrage se fasse. Visser un deuxième tour si ce n'est pas suffisant. La température va donc baisser dans les pièces les plus chaudes et augmenter dans les pièces les plus froides. Continuez la démarche dans les nouvelles pièces les plus chaudes du bâtiment afin d'obtenir une température homogène. Alors, avant de voir le changement offert par tous ces bons conseils, je voulais quand même vous montrer encore 2-3 autres conseils qui n'ont pas été expliqués là.
Un conseil, bon, je vais peut-être même pas montrer la fiche parce que ça va être, c'est le chauffage d'été. Donc, c'est l'extinction de vos différentes chaudières en été quand elles font le chaude sanitaire ou qu'elles ne le font pas. En fait, on a beaucoup de suivi des consommations où on remarque que des consommations parasites de chauffage, de consommation en été, parce que la chaudière, elle n'est pas coupée hydrauliquement, elle n'est pas coupée électriquement. Donc là, vous avez une fiche qui détaille assez bien. C'est un peu moins dans l'air du temps aujourd'hui, donc je ne la présente pas, mais pensez à mettre cette fiche finalement quand on accompagne les collectivités dans le travail des services techniques arrivés au mois de juin pour que les chaudières soient vraiment, réellement coupées pour le chauffage. Pas le sanitaire si vous en avez besoin, mais réellement coupées électriquement et hydrauliquement, et ce qui permettra aussi de faire pas mal d'économies avec en face un confort qui est gardé puisqu'on ne va pas utiliser ce chauffage en été, quoi. On passe sur quelques gestes au niveau électrique. Donc, ici, une fiche qui vous montre comment régler les détecteurs de présence, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de détecteurs de présence où ils vont s'allumer la journée, où ils vont s'allumer trop longtemps, où ils ne s'allument pas la nuit, etc. Et là, vous avez en fait 3 petits réglages qui permettent de vraiment le régler comme vous voulez. Parce que vous avez la sensibilité. La sensibilité, ça va être à quelle distance il va détecter les personnes. Donc, si vous avez un WC, par exemple, et puis il y a un couloir, et à chaque fois que vous passez dans le couloir, les WC s'allument, ça devient de ce problème de sensibilité. Donc, en baissant la sensibilité, le détecteur va ne détecter que les personnes qui rentrent dans la pièce et pas celles qui passent devant le couloir. Donc, la sensibilité, c'est la distance de détection. Le nombre de minutes où il va s'allumer, donc là, on voit de 30 secondes jusqu'à 30 minutes. Donc, vous pouvez régler avec le petit picot, avec un petit tournevis, pour décider de combien de temps ça va laisser allumer. Sur un couloir, on va mettre 1 minute. Dans des WC publics, on va mettre 5 minutes. Voilà, enfin, on va régler en fonction de l'utilisation du détecteur. Et le plus important, le dernier, c'est à quelle luminosité le détecteur va fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, on peut court-circuiter le détecteur pendant toute la journée. En général, qu'une journée, ça, c'est avec un luxmètre. Donc là, vous voyez le nombre de lux. Avec un luxmètre, vous mesurez combien il y a de lux dans votre couloir à différents temps de la journée. Et vous voulez que ça s'allume que le soir à partir de 16 h en ce moment, par exemple. Vous mesurez la luminosité à 16 h, on va être à 100 lux. Et ici, vous le mettez sur 100 lux. Ça veut dire que dès qu'on est au-dessus de 100 lux, dès que c'est lumineux dans le couloir, le détecteur ne s'allumera pas. Et c'est bien à ça qu'il sert ce détecteur, c'est à allumer uniquement quand on en a besoin. S'il s'allume de façon intempestive ou s'il est mis en marche forcée tout le temps, il n'y a plus d'intérêt d'avoir ce détecteur, quoi. Vous avez ici les différents conseils en luxe après pour le détecteur, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose en général qu'on voit dans les collectivités qui peut être intéressant à réaliser et qui fait faire des économies d'énergie. Ensuite, j'en ai encore 2 à vous montrer. Le premier, c'est les consommations cachées d'électricité, puisque vous avez des appareils électriques dans les collectivités qui consomment alors qu'ils sont éteints. Alors, je ne sais plus, j'avais mis quelques exemples ici. Voilà, par exemple, vous avez des consommations en veille, des consommations éteintes. Et on va trouver comme ça, grâce au wattmètre, le petit appareil qui est là, en le branchant sur des prises électriques et avec dessus, en branchant par exemple un photocopieur, un micro-ondes, une cafetière, un ordinateur, une imprimante, tout ce que vous voulez, on peut le brancher dessus. On se rendra compte comme ça qu'il y a une puissance appelée par l'appareil quand il est en fonctionnement. Il y a une puissance appelée par l'appareil pour le garder en veille, mais on remarquera aussi qu'il y a une puissance appelée quand il est éteint. Et donc ça, c'est un peu plus problématique parce que toute la nuit, il est éteint, tout le week-end, il est éteint, toutes les vacances, cet appareil est éteint, mais votre appareil, par exemple l'ordinateur, continue de consommer alors qu'il est éteint, sauf s'il est branché sur une multiprise à interrupteur. Mais si ce n'est pas le cas, il faut se dire que toutes ces consommations-là existent, c'est des consommations cachées d'électricité, des consommations insoupçonnées qu'on peut trouver derrière les appareils électriques dans les bâtiments publics, quoi. Et donc là, vous pouvez estimer à quelques centaines d'euros d'économie quand même par bâtiment, les économies d'électricité en faisant la chasse à ces consommations cachées. Ensuite, un autre petit geste qui est très facile à réaliser. Les quatre derniers, là, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement simples. Autant sur le chauffage, on est bien d'accord que c'était assez lourd et que pour mettre en place ces actions, il faut peut-être revoir plusieurs fois la vidéo, lire plusieurs fois les fiches. Après, quand vous l'aurez fait une fois dans un bâtiment, ça vous semblera peut-être plus logique sur les autres bâtiments, mais le temps de s'y mettre est peut-être un petit peu lourd. Mais après, quand vous arrivez à régler ce genre de choses, vous avez à la clé des pourcentages d'économie d'énergie, comme je dis au début, entre 15 et 50%. Donc, rien le fait de voir ce qui est en ce moment dans les bâtiments et puis de le régler ensuite. Je vous partage le réglage de la température du chauffe-eau électrique.
puisque dans les résistances électriques que vous voyez ici, vous avez des petits boutons qu'il est possible de régler. Et c'est vrai que souvent, on voit dans les différents bâtiments des réglages de température autour de 70 degrés, en sachant que vous pouvez descendre à 55 sans souci. Vous pouvez descendre à 55 degrés si vous avez du volume de stockage ou quoi que ce soit, sachant que la Légionelle va commencer à se développer sur des bras morts ou quand vous avez 300 litres d'eau de stockage. Donc, ce conseil-là, sur les ballons électriques, qui sont souvent des petits ballons en dessous de 300 litres, vous pouvez le régler à 55, essayer à 50 degrés. Après, je vous conseille de le faire sur ces ballons électriques, mais je ne vous conseille pas de le faire justement sur des plus gros ballons de gymnase ou de clubhouse, où là, des fois, vous avez du stockage à 1000 litres et des douches qui sont prises uniquement le dimanche, par exemple. Et donc là, vous avez un volume de stockage de 1000 litres pendant une semaine. Et là, justement, le conseil s'applique de dire on ne peut pas descendre la température en dessous de 55 degrés pour le développement de la généreuse. Si vous avez des plus petits ballons et que vous n'avez pas de bras morts au niveau de votre circuit d'alimentation d'eau chaude sanitaire au niveau de la mairie ou du bâtiment, vous pouvez descendre à 50 degrés, faire des économies comme ça et quand même avoir de l'eau chaude au niveau du robinet. Donc, le réglage des chauffe-eau avec une fiche qui est assez détaillée. Donc, en la lisant, on peut comme ça se rendre compte des petits gestes à faire. Et là, vous passez 1 heure dans tous les bâtiments publics pour réduire cette consommation, même si c'est que de 5 degrés. Juste la petite complication, c'est qu'il n'y a pas de gradient, il n'y a pas de gradient de température sur les petits boutons. Donc, il faut essayer, il faut voir à combien il est aujourd'hui, et puis le baisser un petit peu. Et puis, si c'est encore trop, le rebaisser un petit peu. Si c'est encore trop, le rebaisser un petit peu pour arriver jusqu'à la température d'eau qui vous convient. Quand vous avez des petits potentiomètres comme ça, c'est clair qu'on ne voit pas à quelle température on le met. D'ailleurs, pour ça, souvent, qui sont mis un peu au hasard par l'installateur ou par la personne qui l'a réglé avant pour dire on verra bien. Et là, maintenant, le but, c'est de rebaisser un petit peu pour retrouver la bonne température. Si ces ballons se trouvent dans le volume non chauffé, ça peut être aussi une bonne idée de les isoler. Ça, je le dis parce que je l'ai fait aussi personnellement. J'ai divisé par 2 ma consommation de chaude sanitaire juste en isolant mon ballon. Donc, à l'échelle du bâtiment privé, c'est énorme, mais à l'échelle du bâtiment public, ça risque d'être aussi très, 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 très important. Le dernier petit geste, donc avant de passer aux questions, c'est un geste sur les économies d'eau et c'est sur les toilettes. Donc, un geste qu'on connaît, c'est de mettre une brique ou une bouteille d'eau dans la cuve de la chasse d'eau pour dire comme ça que la prochaine fois que cette cuve se remplit, l'espace qui a été pris par la bouteille d'eau n'est pas pris par l'eau du réseau. Donc là, en posant une bouteille de 1,5 litre dans la chasse d'eau, vous économisez 1,5 litre à chaque chasse d'eau. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de régler le flotteur. On ne l'a pas mis dessus. Régler le flotteur, vous avez ici ce petit flotteur qui est là à droite. En fait, c'est cette petite chose-là rectangulaire monte avec l'eau et quand elle est arrivée en haut, elle coupe l'arrivée d'eau. Donc, si cette petite chose rectangulaire, vous la descendez plus bas avec une vis qui se trouve en haut, donc en dévissant la vis, on dévisse le flotteur, et la prochaine fois que la cuve se remplit, elle se remplit plus bas. Et donc, vous économisez aussi comme ça de l'eau à chaque chasse. Et ça, on l'a fait avec Julien assez souvent. Et là, donc moi, je le vois en ce moment très clairement dans une commune où je l'ai fait cet été avec les services techniques. Ils ont fait 200 mètres cubes d'économie là en 3-4 mois. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes, surtout quand vous avez une batterie de 10 ou 15 WC dans votre cour de récréation. Vous faites ça, vous pouvez être sûr que vous avez 50 ou 60 chasses d'eau par jour. Donc, ça ferait 60 litres d'économiser par jour si maintenant vous faites ce petit réglage. Donc, ça peut aller très, très vite. Nous sommes très satisfaits car les consommations ont baissé. Tout le monde est content, surtout les collègues. Ah c'est nettement mieux, le jour et la nuit. Ça m'a permis de me dégager du temps et même de me former à d'autres tâches. J'ai un contrat d'optimisation en plus avec la collectivité, alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous sommes vraiment ravis. L'ensemble des actions qui ont été mises en place ont démontré toute leur efficacité. Nos consommations d'énergie pour le chauffage ont baissé, ce qui induit des réductions de dépenses et donc des recettes supplémentaires pour la commune. La collectivité est pleinement satisfaite de cette opération. Merci beaucoup. Avec les 4 étapes présentées dans cette vidéo, vous allez pouvoir réduire jusqu'à 15% votre consommation de chauffage, améliorant ainsi grandement le bien-être des utilisateurs. Elle n'est pas belle la vie ? Donc voici, sur cet élan d'optimisme, je vais donc répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc tout d'abord, pourquoi faire le choix, pourquoi parler de 20 degrés? En fait, je ne parle pas des températures réglementaires dans l'exemple.
Je ne parle pas des températures réglementaires dans l'exemple, je parle des températures de réglage. Donc, comme je disais tout à l'heure, des fois, vous pouvez avoir 19 degrés dans un bâtiment, mais un réglage en bas qui va être à 18, comme il pourrait très bien être à 21. Donc, le but, c'est d'avoir le confort des occupants et en même temps de respecter la réglementation, ça, c'est sûr. Le code de l'énergie et que le travail n'indique pas les mêmes valeurs, OK. Donc ça, Antoine, il a très bien répondu. On a la liste exhaustive des 13 actions, effectivement, qui sont renvoyées justement par Léa Bano, donc elles sont directement sur notre site. Donc en regardant la vidéo, vous avez une explication, je dirais, semi-ludique et technique que vous pouvez diffuser dans vos réseaux d'occupants des bâtiments publics et de techniciens. Et vous avez après toutes les fiches, donc que vous pouvez imprimer, prendre devant vous et puis réaliser les actions. Si vous voulez maintenant être accompagné plus précisément, donc si c'est en Alsace, donc n'hésitez pas à contacter Alter Alsace Énergie. Si c'est dans une autre région, vous avez à votre disposition ce qu'on appelle des conseillers en énergie partagée ou des économes de flux. Et donc là, vous avez aussi une carte sur Internet de ces conseillers en énergie partagée ou ces économes de flux. Et si ça se trouve, il y en a un sur votre territoire, porté par votre pôle d'équilibre territorial et rural, le PETR, ou porté par votre communauté de communes, ou par votre pays, ou des fois par des syndicats d'énergie. Donc voilà. Le but, ça va être de trouver la personne qui peut vous accompagner aussi sur ces sujets et surtout de commencer à réaliser ces actions dès midi tout à l'heure pour réduire les consommations dans les bâtiments publics. Donc, s'il y a encore des questions, je suis encore quelques minutes. Sinon, je vous remercie pour votre attention et d'avoir écouté ce webinaire. Et puis, bonne continuation à vous. Et puis, justement, on vous souhaite en tout cas entre 15 et 50% d'économie d'énergie, comme ça a été fait auparavant dans les différents bâtiments. Donc, en commençant par votre suivi des consommations, relever des températures, action sur le chauffage, action sur l'électricité, action sur l'eau, remesure des consommations pour voir les résultats qu'il y a eu. Et ça, on peut trouver des résultats au bout d'un mois et voir qu'est-ce qu'on peut réduire comme consommation. Le webinaire est effectivement enregistré et il y aura possibilité de le revoir. Sinon, comme dit, on reste à votre disponibilité pour répondre à des questions précises, ponctuelles dans vos collectivités. Merci à tous, bonne continuation. Bonne journée et bonnes économies.